Bonsoir à tous, merci de votre fidélité au Grand JT de l'éducation. Voici le sommaire. En cette journée mondiale de l'environnement, émission spéciale consacrée à l'engagement des jeunes pour protéger notre planète. Et les deux invités que nous allons recevoir en sont de très grandes ambassadrices. L'une a fondé un média, l'autre un festival. On va en parler dans un instant. Vous ferez également la connaissance de Jean-Baptiste Verrier. C'est un magicien des mots qui fait aimer la poésie aux enfants. Mais bien plus encore, il leur permet de jouer avec notre langage, de le réinventer pour finalement l'aimer encore plus passionnément. Et puis vous retrouverez Guillaume Ouattara pour sa chronique. Et avant, cette semaine, il nous parle des insultes utilisées dans les cours d'école depuis le Moyen-Âge. Tout un programme, Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actu en bref. Bonsoir Guillaume. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Notre actu du jour largement consacrée au harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on vous en parle depuis quelques jours sur ce plateau. Dans l'affaire l'INSEE, il y a du nouveau. Oui, on vous en parle effectivement. Une jeune collégienne de 13 ans s'est suicidée il y a quelques jours en cause un harcèlement dont elle était victime sur les réseaux sociaux et dans son établissement scolaire. Les parents qui ont décidé de médiatiser cette affaire il y a quelques jours dénonçaient le manque de soutien de la part du ministère de l'Éducation nationale. Dans ce dossier, plusieurs plaintes ont été déposées contre la direction du collège, contre l'Académie de Lille, contre les policiers aussi en charge de l'enquête pour non-assistance à personne en péril. Et puis, une quatrième plainte a été déposée contre le réseau social Facebook. Eh bien, il y a du nouveau, puisque le ministre Pap Ndiaye recevait aujourd'hui les parents de la jeune lycée, pour leur apporter son soutien. Oui, mais dans cette affaire de harcèlement, on n'est pas passé loin d'une autre victime. Oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, le harcèlement continue d'abord avec une jeune fille, une proche de la petite l'INSEE qui a elle aussi témoigné dans les médias parce qu'elle continue à recevoir des messages de haine et des messages parfois très inquiétants. On cite, tu vas rejoindre bientôt ta copine. Une autre adolescente a elle indiqué qu'elle souhaitait rejoindre l'INSEE lors d'un live TikTok organisé par la journaliste Sarah Frick, lanceuse d'alerte sur ces thématiques de harcèlement, qui a pu alerter les services de secours pour venir en aide donc à cette autre amie de l'INSEE qui elle aussi était victime de brimade. Je vous laisse découvrir le témoignage de la journaliste Sarah Frick. Coucou les amis, juste un message pour vous remercier. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui, mais merci à la police, merci aux gendarmes, merci au service Pharos, merci aux citoyens qui ont partagé, qui se sont émus, qui ont mis des messages de soutien. Merci. Donc moi j'avais appelé la police, mais le monsieur m'avait raccroché au nez. Mais en fait, il avait bien contacté la gendarmerie. Et c'est là que vraiment moi je les remercie. C'est à partir de là que les choses ont commencé. Mais comme la police m'avait raccroché, je me suis dit autant poster les messages et voir ce qu'on peut faire. Et ça a marché. Donc vous aviez raison. 2, vous m'avez dit de faire une vidéo. 2, j'ai posté les messages. 2, 3, elle est sauvée. Ils y sont allés. La jeune fille est en sécurité, je ne peux pas en dire plus. Mais elle est sauvée grâce à la gendarmerie, au service Pharos. Et grâce à vous et à la mobilisation, je vous aime. Merci. Et si vous devez venir en aide à des victimes de harcèlement, je vous rappelle les numéros, le 119, numéro d'appel national de l'enfance en danger, le 3018, numéro de protection des mineurs, et puis le 3020, un numéro d'écoute et de prise en charge au service des familles et des victimes de harcèlement à l'école. On va clore cette page harcèlement, on va évoquer ce mail envoyé par Pap Ndiaye au chef d'établissement pour rappeler la démarche à suivre en cas de harcèlement. Et ce mail semble complètement hallucinant. Oui, une réaction systématique et complète. Voilà ce que Pap Ndiaye préconise dans un mail envoyé au chef d'établissement. En cas de signalement d'une situation de harcèlement scolaire, le chef d'établissement ou le directeur d'école doit appliquer les mesures visant à lutter contre le harcèlement scolaire dans son établissement. Voilà ce qu'on y lit. Effectivement hallucinant puisque certains trouvent qu'il est un petit peu léger face à la situation. Mais le ministre rappelle ce protocole en 3 étapes. D'abord, un signalement au procureur de la République. Ensuite, une procédure disciplinaire dans l'établissement. Enfin, on parle d'un suivi dans le temps pour l'élève pour s'assurer de son épanouissement. Des mesures qui peuvent sembler légères tant les situations sont compliquées. On le voit avec l'histoire de la jeune lycée, on le voit avec d'autres histoires d'adolescents en ce moment. Mais voilà, en tout cas, le protocole indiqué au chef d'établissement. Allez, on va terminer avec un record du monde. Cocorico, c'est nous qui l'avons dans le Guinness World Book des records. C'est évidemment le record de la plus grande dictée du monde qui a eu lieu hier sur les Champs-Élysées. On a réussi quand même à réunir 1397 participants. Et figurez-vous que les équipes de School TV étaient sur place. On va découvrir les réactions des participants dans ce sujet signé Louis Belin. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Une salle de classe à ciel ouvert.
L'espace d'une journée, les Champs-Élysées se sont métamorphosés pour une dictée géante. L'objectif, mettre la littérature et la langue française à l'honneur. Du matin au soir. Il y a des règles de l'orthographe, des règles de la grammaire, des règles du vocabulaire. C'est pour vivre ensemble. Et cette diversité, elle s'opère aujourd'hui, elle s'exprime aujourd'hui. Les gens sont venus de partout, c'est la diversité de la France qui, dans un creuset, l'orthographe républicaine, j'ai presque envie de dire, se retrouve. Alors, quel résultat pour cette dictée record ? 13 fautes. 6. À peu près 12 ou 13 fautes. Alors j'ai fait 3 fautes. J'ai pas compté, il y en avait 3. Le va-et-vient. L'événement se veut ludique et convivial, mais représente aussi un enjeu. On estime aujourd'hui que le niveau des Français ne cesse de diminuer en orthographe. Les fondamentaux, l'écriture et la lecture, quel que soit le niveau des réseaux, des outils, de la technologie, on ne peut pas nous le retirer, sinon nous devenons finalement des coquilles vides. Avant, nous n'avions pas les réseaux sociaux, nous n'avions pas un niveau d'usage numérique aussi poussé. Donc il faut quand même prendre en compte ça dans ces études, en fait, finalement. Notre rapport à l'écrit est moindre et forcément notre niveau chute. Bon ou mauvais souvenir d'école, l'orthographe reste un marqueur social, culturel et peut-être un facteur de discrimination. Un enjeu dont tous les parents sont conscients. Alors en fait, je suis venue avec mes 2 enfants parce que les 2 ont appris à aimer l'orthographe. C'est pas quelque chose d'évident d'aimer l'orthographe et l'exercice de la dictée, et pourtant c'est très marrant. Et donc je les ai pas forcés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils sont venus de leur plein gré. L'orthographe, ça reflète aussi la façon de parler, et pour parler correctement, il faut vraiment prononcer correctement les mots et savoir comment... Oui, c'est important. Pour l'avenir, c'est important. Pour son parcours professionnel même, je pense que c'est très important l'orthographe. Le record est de bon augure et pour tenter de faire remonter le niveau, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé une nouveauté, une dictée quotidienne en CM1 et CM2 à partir de septembre 2023. Merci beaucoup à Louis Belin donc sur les Champs-Élysées et merci Guillaume. On se retrouve dans quelques instants pour parler des insultes d'antan. Peut-être un petit avant-goût sur une insulte du Moyen-Âge ? Kwakubé. Qui n'est pas donc une insulte du Moyen-Âge, qui est une insulte bien 2023 et qu'on commence un peu à en avoir marre. Tout de suite, notre question du jour, il est temps de célébrer la journée mondiale de l'environnement avec nos invités. C'est tout de suite. On ne cesse de le dire, les jeunes générations sont les fers de lance d'une prise de conscience globale autour de la protection de la planète. Et pour les fédérer, pour les informer, pour créer un élan et une solidarité inébranlable, eh bien, nos 2 invités ont déplacé des montagnes. L'une d'elles a créé un média totalement gratuit et l'autre un festival de musique engagée. On va en parler avec elle. Bonjour Juliette Keff. Bonjour Loïc. Vous êtes donc journaliste, cofondatrice et présidente du média Le Vert. C'est un portail d'information indépendant autour de l'environnement. Et Mathilde Lamotte d'Argy est également avec nous. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et responsable communication du festival Les Pluies de Juillet, qui se tient donc du 7 au 9 juillet, comme son nom l'indique. Et c'est à Le Tanu, en Normandie. C'est un événement donc musical, festif, informatif et engagé. Tout ça en même temps. Pour commencer, pour que les téléspectateurs puissent bien vous connaître et vous découvrir, racontez-moi votre premier souvenir du moment où vous vous êtes dit « Je vais m'engager aujourd'hui et je lâcherai plus de ma vie entière ». Est-ce que vous avez encore ce souvenir-là pour nous expliquer quel a été votre moteur ? Je peux commencer. Donc moi, avant de créer Vert, je n'étais pas journaliste. Je faisais du conseil pour les comités d'entreprise, donc pour les syndicats dans les grandes entreprises pour le compte des salariés. Et à un moment, j'ai audité une entreprise qui s'appelle Coca-Cola. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Et je me suis rendu compte que Coca-Cola vendait du plastique avant de vendre du coca. Et là, ça a été ma prise de conscience écologique. Je me suis dit, je ne peux plus défendre l'emploi dans des grandes entreprises. Il faut vraiment que je passe à l'action. Et donc, j'ai arrêté mon travail et je me suis engagée à ma façon. Je me suis engagée dans l'écriture et j'ai créé un média sur l'écologie. Mathilde ? À mon tour. Alors moi, en fait, ça s'est fait, je dirais, de manière assez progressive. J'ai pas forcément eu un déclic. La première fois que c'est des questions qui m'ont vraiment touchée, c'est quand je suis allée voir le documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, Demain. Donc je pense que je suis pas la seule à qui ça a fait beaucoup d'effet. Et ensuite, je pense que on a commencé avec, du coup, en famille et avec des amis à monter ce festival. Et je dirais que mon engagement, il s'est fait assez progressivement et il continue de se faire au quotidien. En fait, il y a des choses qui me révoltent maintenant, qui me révoltaient pas il y a 5 ans. Voilà, ça se fait assez progressivement en fait. Juliette, pourquoi un média ? Est-ce qu'on ne parle pas assez de l'environnement dans les grands médias ? Est-ce qu'ils ne sont pas assez précis ? Est-ce qu'ils sont trop peu engagés ?
Vous avez raison, on en parle relativement mal. Alors pendant des décennies, on n'en a quasiment pas parlé. C'était un sujet qui a été vraiment sous-traité. Maintenant, on en parle de plus en plus, mais ça infuse pas encore dans tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a tendance à en parler quand il y a des événements extrêmes. Par exemple, l'été dernier, pendant les incendies, on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Oui, on a grand froid, canicule, tempête et autres. Exactement. Donc ça, c'est les catastrophes naturelles. Mais en fait, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, le fait qu'on n'ait plus beaucoup d'eau ou que les cycles de l'eau se modifient, tout ça, c'est des éléments qui doivent infuser partout. Il y a la nouvelle météo sur France 2, vous avez vu, qui prend en compte tout ça. Donc c'est un premier petit pas. C'est un petit pas qui n'est pas un petit pas, c'est vraiment une initiative à saluer. C'est très important que des grands médias comme France Télé, effectivement, se tournent vers ces questions-là. Maintenant, il faut se demander comment ça peut infuser dans tous nos articles, dans tous nos sujets, y compris à la télé, à la radio, etc. Il ne doit plus y avoir un seul sujet qui n'est pas traité à l'aune de l'écologie. Par exemple, on ne peut plus dire qu'on va recommander des voyages à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Il faut qu'on se pose la question de ce qu'on dit quand on raconte l'actualité. Donc moi, c'est ce que je fais au quotidien dans mon média, vert.eco. Donc nous, on dit vert tout court, le média qui annonce la couleur. En fait, on considère tous les sujets, donc l'actualité économique, politique, sociétale, à l'aune de l'urgence écologique et sociale. Et comment vulgariser tous ces sujets pour que les jeunes, justement, puissent s'intéresser? Parce qu'il y a aussi ça, le lectorat de jeunes ne s'intéresse pas forcément à des articles sur l'écologie. Vous avez tout à fait raison, il faut réussir à attirer. Donc nous, on a choisi d'utiliser un peu de légèreté, un peu d'humour. Donc par exemple, notre newsletter qui est envoyée chaque jour à notre communauté de lectrices et de lecteurs en accès libre, eh bien, elle a beaucoup de jeux de mots. Donc nous, on utilise des astuces de langage. On va aussi utiliser Instagram, par exemple, donc faire des petites vidéos rigolotes, et puis aussi beaucoup de pédagogie. Je pense qu'aujourd'hui, on en est à cette situation. Il y a 4 Français sur 10 qui ne sont pas au clair avec le consensus scientifique sur l'actualité climatique, parce que les médias n'ont pas joué leur rôle suffisamment, ils n'ont pas expliqué l'urgence dans laquelle nous étions, ou en tout cas, il y a encore une fois, certains articles qui font comme si de rien n'était. Donc je pense qu'il faut utiliser d'autres registres. L'humour, c'est un très bon exemple. Et puis de la pédagogie. Il faut aller au fond des sujets. Il faut expliquer que quand il y a une sécheresse, c'est aussi notre modèle agricole qui est à remettre en question. En fait, il faut aller un petit peu à la racine de tous les problèmes. Et je pense aussi proposer des solutions. C'est extrêmement terrifiant quand on ne propose pas de solution et qu'on n'a pas d'horizon en tant que jeune. Moi, je suis jeune, j'ai pas envie de me dire que la vie est foutue en 2050. C'est pas du tout ça. Il y a des vraies solutions, mais c'est extrêmement politique de les montrer et de les démontrer. Mathilde, racontez-nous un petit peu la genèse de votre festival. Comme je disais tout à l'heure, en fait, à la base, c'est une histoire de famille, d'amis. En fait, je pense qu'au début, c'était plutôt de l'ordre de l'émotion. On avait envie de faire quelque chose ensemble. Et au fur et à mesure, je dirais que le projet, il a gagné un peu en profondeur. Nos convictions se sont affirmées. Et aujourd'hui, alors on dit qu'on est apartisan, mais on est nécessairement politique, puisqu'on aborde des questions. Je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire, Juliette. Il y a quelque chose aussi dans l'organisation d'un festival. En fait, il faut absolument que toutes les décisions qui soient prises au regard de la crise écologique, de la crise climatique. On ne peut plus faire autrement. Donc de la même manière que tu penses que tu dis que ça doit infuser dans tous les médias, je pense que ça doit être vrai en fait dans tous les secteurs. Et le secteur culturel, je pense pas qu'il puisse s'extraire de cette obligation en fait. D'ailleurs, vous êtes sur une espèce de proposition holistique, donc avec de la musique, des conférences, des ateliers, des rencontres. Donc en fait, c'est juste pour montrer qu'effectivement la culture peut se parer de tout cet aspect écologique et cette prise de conscience-là. Oui, je pense qu'il y a deux idées. Il y a le fait que je pense que la culture, comme je disais, comme n'importe quel secteur, elle doit s'emparer de ces sujets-là au sens où elle doit revoir sa manière de produire les événements pour avoir un impact écologique qui soit moins important, moins d'émissions carbone, moins de plastique, etc. Et en même temps, la culture, c'est aussi un biais pour véhiculer des nouveaux messages, des nouvelles idées. Donc je trouve qu'elle a, disons, un double rôle à jouer. Et les plus vieux, on essaie de les inscrire du coup dans cette idée-là, dans cette dynamique-là. Est-ce que vous n'avez pas peur que les jeunes viennent uniquement peut-être pour votre programmation musicale et délaissent un petit peu les conférences, les ateliers? Comment vous faites pour les rattraper et les mettre dans ces rendez-vous-là? Et on n'a pas réussi du premier coup. Je pense que petit à petit, les gens comprennent. En fait, je pense qu'on était un peu impatients au début. On se disait, si on met de la musique, les gens vont venir aussi aux conférences, ça va fonctionner, ça va être hyper rapide, hyper facile. C'était faux, erreur. Je pense que maintenant, les gens viennent parce qu'on est donc un festival à taille humaine. Je vois qu'il se passe quelque chose d'assez particulier au festival qui nous on met tout notre cœur, on met des idées, tout ça, mais après ça nous échappe un peu parce que le festival devient chaque année. Et je pense qu'au fur et à mesure, en fait,
ça s'est fait sur le temps long. Maintenant, ça va faire 6 ans qu'on existe et les gens ont un attachement particulier au projet. Et donc, je pense que les gens qui venaient juste pour les concerts, au bout de 6 ans, ils commencent vraiment... Je vois en fait les visages, etc. Et je dirais que ça se fait sur le temps long. C'est pas aussi rapide que ce qu'on pensait. Alors il y a peut-être des téléspectateurs qui nous regardent et qui disent oui d'accord, son festival c'est très bien, mais un festival ça pollue. Un festival c'est gourmand en électricité. Et je suppose que vous avez beaucoup travaillé là-dessus pour être à peu près irréprochable. Ouais, alors on le sera jamais en effet. Donc ça nous arrive souvent qu'on nous dise ça, qu'on dise oui mais forcément vous émettez du carbone, etc. Vous utilisez de l'énergie, pardon. Je pense qu'il y a aussi une histoire de balance, c'est-à-dire qu'on se pose en permanence la question de réduire au maximum les conséquences de nos actes entre guillemets. Mais de l'autre côté c'est aussi qu'est-ce qu'on apporte. Et en l'occurrence avec les Pluies de juillet, on parle d'écologie en milieu rural, qui paradoxalement en fait c'est un endroit où il y a peu d'espace de parole, d'espace privilégié pour parler d'écologie, de climat. Donc c'est une histoire de degré, de balance. Qu'est-ce qu'on émet, qu'est-ce qu'on apporte, et après c'est un dosage. De toute façon c'est un travail d'équilibriste, je crois. Et voilà. Et le jeu en vaut la chandelle quoi qu'il en soit. Juliette, il y a un mot, une locution dont on entend beaucoup parler en ce moment, la pureté militante. J'aimerais savoir ce que c'est et ce que ça recouvre. La pureté militante, c'est une certaine frange de la population qui considère qu'il faut être parfait pour agir pour le climat. Et je crois que c'est un écueil qu'il faut absolument éviter. En fait, il ne faut pas tomber dans ce piège. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour s'engager pour la survie de l'humanité sur cette planète. Au contraire, c'est en fait en agissant chacun à notre niveau, chacun dans les secteurs où on a du pouvoir, qu'on va pouvoir justement transformer notre société et engager la transition écologique et sociale dont nous avons absolument besoin. Donc moi, j'attends pas que notre journal soit absolument parfait pour le faire, pour faire mon travail de journaliste. Je pense que quand on est parent d'élèves, c'est exactement la même chose et qu'on veut s'engager en tant que représentant des parents d'élèves. Quand on est délégué de classe, éco-délégué, c'est la même chose. On va pas attendre d'être parfait pour le faire. Mais je pense qu'on a chacun des espaces où on a un petit peu plus de pouvoir que d'autres. Donc ça peut être dans des associations, en tant que parent, en tant que maire de village. Il y a plein de secteurs en fait où on a du pouvoir. Ça peut être dans notre travail aussi. Et c'est utiliser ces espaces-là pour faire passer des messages et pour essayer de transformer la société à notre échelle. Moi, je crois vachement à l'échelle locale. C'est pour ça que les festivals, je trouve ça très intéressant. À l'échelle des territoires, ce qu'on peut faire au niveau des initiatives locales. Si on commence à transformer, par exemple, l'alimentation d'une école avec des cantines qui soient de plus en plus végétariennes, il faut rappeler que la viande pollue énormément. Ça émet des gaz à effet de serre avec du méthane, etc. Donc, avoir plus de repas végétariens, par exemple, c'est une très bonne chose pour l'environnement et pour la santé aussi des enfants. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on peut faire à son échelle et qui ne sont pas si compliquées. Mathilde, c'est intéressant ce que dit Juliette. Les puristes militants, alors cette pureté militante, c'est un écueil pour les gens comme vous qui sont engagés et surtout qui sont modérés ou en tout cas conscients mais pas non plus jusqu'au boutiste. Oui, je suis assez d'accord. On est pris dans un système, donc il y a des choses qui sont absolument inévitables et je pense aussi qu'il faut utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Le truc qu'on dit tout le temps aux écolos, c'est mais t'as un smartphone, t'as un truc, mais en même temps t'es sur Instagram, t'es sur TikTok. Mais ces espaces-là, en fait, si on les investit pas, ils sont investis par d'autres. Et je pense que c'est hyper important. Je pense que c'est hyper important. Comment dire, il faut vivre avec son monde. On peut pas faire autrement. Vous avez anticipé ma question suivante. Bravo, parce qu'effectivement, beaucoup de jeunes tensent un peu leurs parents en disant mais tu fais pas assez ci, tu fais pas assez ça. Et puis quand on leur dit à l'inverse, bah oui, mais si tu passais peut-être un peu moins de temps sur YouTube, Instagram et TikTok, qui sont de grands pollueurs, puisqu'on sait que les data centers aujourd'hui qui hébergent ces données, polluent énormément. D'un coup, c'est ah ouais, mais oui, mais bon, quand même. Et on a l'impression que chez certains jeunes, pas tous évidemment, mais c'est pour ça que je vous pose la question, on a l'impression qu'il y a un petit décalage entre les idées et ce qu'ils sont, ce qu'ils peuvent faire en tout cas dans les actes. Est-ce que vous constatez ça aussi ? Oui, mais en fait, les jeunes ne sont pas en dehors de la société. Les jeunes sont dans la société et notre société, comment elle est aujourd'hui, elle est totalement dissonante. C'est-à-dire qu'on a des messages qui vont les uns à l'encontre des autres. Donc d'un côté, on nous dit effectivement il faut être de plus en plus écolo, il faut aller vers un monde plus sobre, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, faire attention à l'eau, ce genre de choses, à l'énergie bien entendu. Et de l'autre, on a des messages publicitaires en permanence qui sont dans l'espace public, qui sont dans les magazines que nos enfants lisent. Donc en fait, on ne peut pas demander aux jeunes aujourd'hui d'être totalement
aligné, cohérent et en dehors de la société, alors que la société elle-même est contradictoire. Et que, au contraire, le modèle qui est véhiculé à travers les imaginaires, donc la publicité, à travers les films qu'on voit, les séries sur Netflix ou autres, eh bien, tendent vers un modèle qui nous pousse toujours plus à la surconsommation, alors qu'on sait que c'est précisément ce qui empêche en fait la transition écologique et sociale aujourd'hui. Ce que vous dites donc, vous, Mathilde, c'est que si on n'est pas sur Instagram par idéologie, d'autres vont l'investir de toute façon, donc c'est un peu peine perdue, autant y être. Oui, je crois. Ouais. Encore une fois, cette histoire de balance. Oui, Instagram, on ne partage pas l'idéologie, les principes, etc. Et en même temps, ça permet plein de choses très chouettes aussi. Entre militants, entre écologistes, on se rencontre, il y a plein d'initiatives qui naissent. Enfin, il y a aussi un côté très positif. Je ne sais pas si tu me rejoins, mais... Oui, totalement. À Vert, on a un compte Instagram qui est de plus en plus suivi, qui s'appelle Vert le Média. Et justement, nous, notre but, c'est d'éveiller à travers des vidéos marrantes, mais aussi de la pédagogie, des ordres de grandeur, des cartes. Tout ça permet de toucher des publics qui sinon ne seraient pas intéressés par l'information. Donc c'est aussi notre devoir en fait en tant que journaliste d'aller sur ces terrains-là qui sont peut-être effectivement des terrains décriés par certains militants. Mais moi je considère que c'est totalement mon rôle d'y aller et d'essayer de transformer les choses là où c'est nécessaire. Alors cette année, la Journée mondiale de l'environnement qui, je le rappelle, a été lancée en 1972, ça fait quand même un petit bail et on a l'impression que ça a du sens vraiment depuis quelques années pour le grand public. Cette année donc c'est sur les solutions à la pollution plastique. Il y a de belles initiatives qui sont nées ces dernières années, notamment ces robots collecteurs qui ratissent un petit peu les océans pour enlever le plastique à l'intérieur. Où est-ce qu'on en est sur le sujet de la pollution plastique ? C'est une très bonne question. La semaine dernière, il y a eu des négociations à Paris justement pour aboutir à un traité sur le plastique, donc qui a été signé en fin de semaine dernière. Et bien sur le sujet du plastique, en fait, ce qu'il faut se demander, c'est comment est-ce qu'on réduit le plastique à la source. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un des enjeux. On met beaucoup la pression sur les citoyens, donc sur l'individu, pour dire il faut trier ses déchets, il faut collecter, il faut pas polluer, etc. Alors que c'est les fabricants qui devraient. Alors que c'est les fabricants effectivement qui devraient, selon un principe de pollueur-payeur, qui devraient justement réduire le plastique à la source. On a plein de solutions aujourd'hui qui sont des solutions de bon sens. Comment on faisait dans le passé, par exemple, on avait des systèmes de consignes. Voilà, pour le lait, pour l'eau, pour tout en fait. Donc ça, on pourrait très facilement remettre ça en place et ça éviterait de gâcher des quantités de plastique. Et qu'est-ce que le plastique ? Je le rappelle, le plastique, c'est du pétrole. Donc c'est effectivement des énergies fossiles et ça contribue à réchauffer notre planète. Quel est le problème alors ? Alors j'allais juste rebondir sur ce que tu disais en ce qui concerne, du coup je ramène au plus de juillet, le plastique. En fait là, il y a quelque chose qui est important, en fait c'est juste de se déshabituer à des choses et c'est pas compliqué en fait. Le festival Les Plus de Juillet, on aime bien en parler comme d'un festival laboratoire pour essayer des choses. En l'occurrence, on a essayé d'être vraiment zéro plastique. On a réussi très rapidement et c'est pas parce qu'on est particulièrement géniaux, c'est parce qu'en fait c'est pas compliqué du tout. Et pour autant, il y a un très grand nombre de festivals en France et c'est génial. Mais il y en a très peu qui mettent en place un système de vaisselle comme on la connaît à la maison. Chacun lave son assiette, ça prend 1 minute. Oui, ça peut être fait en musique de manière très joyeuse. De quelle manière vous avez remplacé alors justement, ça m'intéresse. Tout simplement, en fait, on a récupéré. C'est pas passionnant. Vous allez voir, on a récupéré des fourchettes, des couteaux, des assiettes, des verres, et chaque personne prend une assiette, mange, va au food truck, mange, lave son assiette, on met des enceintes, c'est un peu rigolo, ça lui prend 1 minute, et c'est comme à la maison, et il n'y a pas de problème, au bar c'est consigné. En fait, il n'y a même pas de sujet, c'est juste se réhabituer à d'anciens fonctionnements en fait. On va parler peut-être un petit peu de l'école, puisque nous sommes sur School TV, donc on voit que les jeunes s'engagent, vous en êtes la preuve, mais comment donner envie de plus en plus aux collégiens, aux lycéens, je ne parle pas des écoliers, parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais collégiens, lycéens qui commencent à avoir une vraie conscience, comment les engager à aller encore un petit peu plus loin finalement ? Je pense, alors avec l'association, on intervient aussi justement dans les écoles, donc à différents niveaux, de la primaire jusqu'au lycée. Et je pense en fait, en tout cas nous, la méthode qu'on a choisie, c'est celle de l'éducation populaire. Et du coup, on est beaucoup dans la discussion, dans l'échange, et pas tellement dans l'apport de connaissances assez descendant. Je pense que l'important, c'est pas forcément de dire aux enfants, aux ados, voilà, il faut être écolo, c'est comme ci, c'est comme ça. Je pense que c'est important en fait de faire confiance à leur bon sens, d'éveiller leur esprit critique, et en fait, ils arrivent eux-mêmes aux mêmes conclusions que nous en général. Enfin, c'est ce que je constate. Voilà. Mais après, il faut déclencher l'acte. Et c'est toujours ça, finalement, un petit peu le nerf de la guerre. Oui, après, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il ne faut pas tout mettre le poids sur les enfants. Il ne faut pas mettre le poids de la transition écologique et sociale sur uniquement les jeunes, parce que ça, c'est encore une fois polariser la société, faire comme s'il y avait un conflit de génération avec des jeunes qui s'engagent et des vieux qui ne s'engagent pas. Oui, c'est alors ça. Que c'est totalement faux. Il y a des vieux qui s'engagent extrêmement fortement dans les associations, par exemple, environnementales. Sans les retraités, je ne sais pas comment ces associations feraient.
Donc ça, c'est une première chose à rappeler. Ensuite, je pense qu'il faut continuer à éveiller les enfants avec une culture scientifique forte. Donc ça passe bien sûr par les cours, ça passe par les SVT, ça passe par les sciences biologiques. Mais pour moi, c'est important aussi qu'on en parle dans les autres cours. Alors moi, je rêverais de cours de français où on va étudier des textes, par exemple de George Sand, qui à la fin du 19e déjà parlait de défendre la forêt de Fontainebleau. Voilà, des choses de bon sens, peut-être d'émerveillement aussi par rapport à la nature, remettre de la poésie, aller faire des rencontres, l'école en dehors des bâtiments, débétonner les cours. Après, ça peut passer par énormément de choses. Mais effectivement, je crois au fait de sortir l'écologie et le climat uniquement des cours scientifiques et d'en mettre un petit peu partout. Je vais peut-être dire une bêtise, mais dans les cours de musique, c'est possible aussi. Si on prend le cas de Michael Jackson a fait énormément de chansons sur l'environnement social aussi aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et ça peut être aussi une façon, pourquoi pas, de voir tout ça. Est-ce que vous militeriez, vous, pour des cours ou des ateliers obligatoires sur ces thématiques-là? Oui. Voilà, c'est dit. Non, mais il faut l'assumer. Oui, bien sûr. Je pense que c'est des sujets qui sont absolument essentiels. Les enfants qui sont aujourd'hui à l'école, comme nous tous autour de ce plateau, vont subir les conséquences, alors plus ou moins selon évidemment les milieux sociaux, les endroits géographiques où ils se trouvent, mais on va tous subir, c'est une réalité scientifique. Donc oui, je pense que c'est important qu'on ait les informations pour pouvoir agir en conséquence. Pour conclure, Juliette, si vous aviez une grande initiative à proposer à des proviseurs, des principales qui nous écoutent, pour sensibiliser les jeunes à l'environnement, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Abonnez-vous à Vert. Je parle d'une initiative concrète. En dehors d'une initiative, bien sûr, de l'information, mais il faut le rappeler, c'est toujours très important, effectivement, de s'informer, y compris dans les centres de documentation et d'information. Après, il y aurait beaucoup de choses à faire. Je pense qu'une des choses, c'est de mettre la main à la pâte. Donc, concrètement, moi, j'adore les initiatives de jardin potager, prendre soin du vivant, faire des balades en forêt, reconnecter les enfants au vivant. Je pense que c'est ça, en fait, tant qu'on est beaucoup d'urbains à être déconnecté du vivant. Comment protéger quelque chose finalement qui est éloigné de nous, c'est extrêmement difficile. Donc reconnecter et puis aussi se dire que c'est meilleur pour nous, pour notre santé, pour nos collectivités. Expliquer les enjeux, recontextualiser, c'est des choses très importantes. Merci beaucoup Juliette Keff, cofondatrice et dirigeante du média, donc Le Vert, et le site c'est Vert tout court. Vert tout court. Et vous pouvez vous rendre sur vert.eco pour avoir tous nos articles et vous inscrire à la newsletter. Et merci également à vous Mathilde Lamotte d'Argy. Donc on rappelle, le festival Pluie de juillet, c'est donc du 7 au 9 juillet à Le Tanu en Normandie. Peut-être quelques noms des artistes, on les a pas cités. Alors les artistes, côté artistes, on a DC's, Jeanne Haddad, Voyou, Yoa, Zao de Sagazan qu'on voit partout depuis quelques mois. Et plein de belles conférences. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues partager votre engagement sur ce sujet-là. Une pause, les amis, on se retrouve avec un magicien des mots. À tout de suite. Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT de l'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT de l'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain.
Le bon point du jour, nous l'attribuons à Jean-Baptiste Verrier, qui est écrivain et poète, auteur de ce livre, un cursif ABC, 26 poèmes dans la caboche d'une élève de CP. Et c'est sa première télévision. On est très heureux de vous avoir, Jean-Baptiste. Bonjour. Je vous remercie. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer d'où vient l'idée de ce livre ? Ce livre est un livre du dimanche soir, c'est-à-dire que j'ai eu la chance il y a 2 ans d'avoir ma fille aînée qui était en CP et il y avait une petite tradition qui était celle d'écrire quelques lettres, d'apprendre à tracer les lettres, d'écrire de dessiner à côté et très vite je me suis pris au jeu, je me suis dit tiens mais ma fille sait dessiner, moi je sais pas dessiner mais par contre peut-être qu'autour de chaque lettre je vais pouvoir moi inventer quelque chose, un texte, un poème et c'est venu comme ça, dimanche soir après dimanche soir, une lettre était à l'honneur et l'idée de composer un abécédaire autour de des 26 lettres de l'alphabet, donc 26 poèmes s'est imposé et tout au long de l'année scolaire, ce livre s'est écrit ainsi. Alors qu'est-ce que vous racontez dans ces poésies justement ? C'est quoi les grands thèmes qui émergent ? Les grands thèmes, déjà, c'est se permettre d'être perçu, parce que j'ai essayé d'être la petite souris qu'on rêve tous d'être dans une classe, qu'on soit parents, qu'on soit grand frère, grande sœur, qu'on soit grands-parents, et j'ai essayé de voir ce qui se passait dans cette classe de CP, qui est une classe exceptionnelle, qui a un rite républicain absolu, qui est fantastique, la découverte. Voilà le premier grand thème, la découverte de la lecture et de l'écriture. C'est extraordinaire. Quand on a l'âge de découvrir l'écriture et la lecture, on devient tout d'un coup, on est un enfant, mais on devient un super-héros. On a accès à tout, à l'amitié, à un autre monde. C'est aussi la découverte des premiers amoureux, des premières amoureuses, des jeux dans les récrés, des rapports aux uns et aux autres. Et puis l'imagination via la lecture et l'écriture. C'est un âge merveilleux. On a envie tout de suite d'écouter un de ces poèmes pour voir justement ce qu'on va trouver dans ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait ? Écoutez, on va choisir de rendre hommage à la lettre à la lettre S. Voilà, parce qu'il y a toujours une trousse devant le bureau, devant un élève, sur le bureau d'un élève de CP. Et on va voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans cette trousse. Le poème s'appelle « Mes stylos ». Mes stylos sont rangés. Un bleu pour être heureux, un noir pour les déboires, un vert pour sauver l'air. J'ai aussi un multicolore piqué à ma sœur. Celui de maîtresse est rouge quand elle me traite de courge. Et ben voilà. Un exemple, première télé, première lecture. Mais c'est parfait. Non mais la question c'est à qui est destiné ce livre finalement ? Est-ce que c'est aux CP eux-mêmes pour essayer finalement d'apprendre et de se confirmer un petit peu leur lecture, leur écriture ? Ou est-ce que c'est aux parents ? Ou est-ce que c'est... Voilà. Alors... La réflexion avance sur ce point au fil des semaines d'existence du livre. Parce que, à la fois, c'est un livre selon une formule utilisée, mais qu'on va étendre. L'espérance de vie progresse dans ce pays. Un livre pour les 6 à 106 ans. Le CP, c'est pour la vie. On a tous un souvenir de notre CP. Ouais. Mais en même temps, le lecteur de CP, par exemple, il peut le lire 3 fois. C'est-à-dire qu'au premier trimestre, quand il apprend à déchiffrer, ça va être chouette si son papa, sa maman, sa grand-mère, son grand-père lui lit une histoire, lui lit un poème. C'est fait pour être lu, les poèmes, pas uniquement pour être... C'est fait pour être dit, pas uniquement pour être lu. Au deuxième trimestre, il va réussir à savoir lire, donc il va pouvoir les lire lui-même, s'appuyer sur tel ou tel mot qui va le faire sourire ou pas, où il va se reconnaître. Puis au troisième trimestre, il va peut-être percevoir le second degré, que l'adulte, lui, aura vu dès la première lecture. Donc... dans une année de CP, je pense que l'élève peut le lire 3 fois et ensuite autant qu'il voudra dans sa vie parce que 30 ans après, il y retrouvera des choses. J'espère. Guillaume ? Est-ce que l'auteur que vous êtes, c'est une question que j'aime bien poser à ceux qui font de la création littéraire, a peur des intelligences artificielles, de tous ces outils qui génèrent automatiquement du texte et qui peuvent peut-être venir en concurrence avec nos modes de création ? Quel regard vous portez dessus ? Alors je peux dire que j'en ai peur peut-être, mais ma première réaction est de dire que c'est un désintérêt total. Je m'en désintéresse complètement. Je suis désolé, moi j'aime le crayon, j'aime le papier, j'aime l'écriture cursive. Ce livre est un hommage à l'écriture cursive. Aujourd'hui, une fois par an, dans un article de presse, on voit tel ou tel qui dit mais il faudrait supprimer l'écriture cursive parce qu'aujourd'hui on n'écrit plus qu'à l'ordinateur. Apprenons à taper sur un clavier. Quelle perte de sentiments, de souvenirs, d'émotions cela serait. Pierre-François Rau, qui a illustré chacun des poèmes, a lui aussi rendu un hommage à ses lettres.
Chaque dessin est non pas l'illustration de la scène du poème, mais un dessin autour de chaque lettre de l'alphabet. Il faut qu'on apprenne qu'on continue d'apprendre à tracer ces lettres. Intelligence artificielle, moi j'ai 37 ans, mais je me considère comme un vieux crouton. Tout ça me dépasse largement. Et surtout que l'intelligence artificielle ne fera jamais ce que vous faites, c'est-à-dire aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, pour sensibiliser les élèves à la poésie. Racontez-nous un petit peu ce travail-là. Ce sont des moments merveilleux. On a fait à la fois avec Pierre-François des classes de CP, de grandes sections de maternelle également, et également des collèges. En CP, c'est merveilleux parce que les enfants ont la capacité de prendre un mot du poème, même si peut-être ils ne comprennent pas tous les mots du poème, ou toute la mise en scène, ou tous les sous-entendus. Ils prennent un mot, ce mot les fait rire, et eux développent leur imagination par-dessus après. C'est très clair. Mais ce qui est dur plus tard, c'est que les collégiens et lycéens perdent cette part d'enfance, cette part d'imagination. Est-ce que c'est pas plus compliqué quand on arrive au lycée, par exemple, où on se dit, ça va, la poésie, c'est Jean de La Fontaine, c'est bon. Alors, je pensais ça. Où ma crainte était que cela soit vrai. J'ai fait une journée entière avec des 5e en région parisienne il n'y a pas longtemps. Je leur ai demandé d'inventer des objets qui n'existent pas et d'en écrire des poèmes. Et ça a été un trésor d'imagination. J'ai recueilli leurs textes par la suite, je les ai relus, c'était à froid, c'était extraordinaire. Non, je pense qu'au contraire, l'imagination, elle est toujours là. Elle demande juste à être stimulée et à voir dans la tête de chacun que, comme je l'ai entendu, écrire de la poésie ou quelle que soit la forme du texte, c'est pas un truc de bolos du 19e. Justement, voilà, c'est parce que quand on parle de poésie, on a l'impression qu'il y a un côté un peu suranné, pas moderne, il y a l'IA qui arrive, il y a les réseaux sociaux. Et il y a encore, malgré tout, ce bastion qu'est l'école, avec les poésies qu'on continue d'apprendre en CP, à la fois pour la mémorisation, mais aussi pour permettre aux enfants de parler en public. Et puis donc, vous, les passeurs, qui continuez d'apprendre cette poésie, qu'est-ce qu'elle a, la poésie qui la rend un peu éternelle, finalement? Mais la poésie, c'est la liberté absolue. Par exemple, moi j'écris des vers libres. Je ne cherche pas forcément à faire rimer phrase A, phrase B, phrase A, phrase C, etc. C'est la poésie absolue, c'est un jeu. C'est un jeu, la poésie. C'est un jeu sur un très court temps, avec un très court temps, inventer un monde, un cliché. C'est un petit tableau, c'est une image. Et l'intelligence artificielle, le numérique, etc. Voilà. La poésie, c'est un cliché. Il y a plein de pixels dans une poésie. Plein de pixels. Dernière question, Guillaume. Mais ça reste sans doute aussi un outil de séduction, même pour les jeunes générations, puisqu'on le voit parfois passer sur les réseaux sociaux, justement, des petits messages qui s'envoient sur Instagram, sur TikTok. Mais ça garde un côté romantique. Il y a le côté romantique qui est associé. Ouais. C'est vrai. Alors, pour être franc, moi, je suis très marqué par l'observation de mes enfants qui sont toutes les deux, mes deux filles à l'école primaire. Donc, j'en suis pas encore là. Par contre, il y a des poèmes en dessin ou des poèmes avec quelques mots qui sont glissés dans les boîtes à goûter. Ça, c'est merveilleux. Il y a un poème qui est consacré à ce mot qu'on trouve dans une boîte à goûter. C'est la première poésie. C'est la première poésie de l'enfance. C'est vrai. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Verrier, donc écrivain et poète qui est auteur de ce livre, Un cursif ABC, 26 poèmes dans la caboche d'une élève de CP, donc à mettre entre les mains de vos enfants, pourquoi pas, donc de CP, CE1, pour essayer de lire, d'y trouver des souvenirs, des situations vécues, etc. Et puis pourquoi pas, donc à tous les professeurs, tous les enseignants qui nous regardent. Le livre est préfacé par une enseignante de CP, Nathalie Duclos. Donc en effet, c'est un travail d'équipe et une lecture qui peut intéresser plusieurs personnes. Merci beaucoup Jean-Baptiste Verrier. On vous retrouve tout de suite, Guillaume Ouattara, pour parler des insultes d'antan. Et ça, c'est tout un programme. On y va. Guillaume Ouattara dit dans les couloirs de la rédaction de School TV Kwakubé, il faut quand même qu'on vous explique que c'est un mot qu'il adore dire tout le temps à n'importe quelle occasion, ce qui est assez énervant à la fin, mais on l'aime quand même. Guillaume Ouattara, vous allez nous parler donc de ces insultes et ce week-end, vous avez conduit, vous avez pris la voiture. Je ne vois pas très bien quel est le lien avec ce dont vous allez nous parler, mais je pense que vous allez nous expliquer. Oui, alors vous allez tout comprendre, Loïc. Ce week-end, c'était la fête des mères, on sait que les mamans, et qui dit fête des mères dit forcément petit déplacement et dit prise de voiture. Ça faisait des années que j'avais pas conduit, et ce qui se passe, c'est que quand je conduis, eh bien, on prend le périphérique à Paris, on va sur des routes, il y a des bouchons, qui dit énervement,
qui dit énervement dit insulte. Je vous suis jusque-là. Eh bien, je trouvais que mes insultes, elles manquaient un petit peu d'élégance. Il y avait quelque chose d'un peu grotesque. De pas assez chevaleresque. Les bouche ta caisse et autres insultes sur l'honneur des conducteurs, de leurs parents et de leur descendance étaient un petit peu, un petit peu arriérés, pour pas dire le mot. Et je me suis demandé, mais tiens, et avant, comment on insultait de manière un petit peu chevaleresque. Et je dois vous dire, comme plongeant dans les grimoires, dans les outils à la disposition, dans les livres anciens, j'ai trouvé quelques insultes un petit peu sympathiques et qui, je trouve, rehaussent un petit peu le niveau. Et on va faire un petit test pour voir où vous en êtes, vous, sur les insultes moyenâgeuses. Moyenâdège. Je sais pas qui est Nadège, mais ça commence. Moyenâdège, c'est des Nadèges qui sont très moyennes. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un fesse Mathieu, d'après vous? Si je vous dis, espèce de petit fesse Mathieu. Alors, est-ce que Mathieu, ça a un rapport avec Saint-Mathieu? C'est un truc religieux? Oui. C'est ça? Oui, un publicain, usurier. Et les petits prêteurs, en fait, c'est les radins, les Saint-Mathieu. Et oui, parce que Saint-Mathieu était effectivement un collecteur d'impôts. Voilà, donc il n'aimait pas. Dis donc, j'ai dit 10 ans de KTO, ça marque un homme. Voilà. Deuxième mot, un écornifleur, espèce d'écorne. Un écornifleur? Ah ouais, alors écorné, on a le mot, écorné quelque chose, mais nifleur, je sais pas. Écornifleur, c'est un michto, comme on dit. C'est quelqu'un qui vit avec l'argent des autres. D'accord. Écornifleur, pourquoi écornifleur? Je ne sais pas, j'ai pas poussé jusque-là sur l'étymologie, mais en tout cas, c'est un michto. Vous avez quelqu'un qui vous parle, espèce de fleur de nave. Fleur de nave. Alors, nave-navet? Nave-navet, ouais. Donc, une fleur de navet, c'est quelqu'un d'un peu insipide, peut-être? C'est quelqu'un exactement de niais. En fait, on appelle ça, en langage un peu de jeunes, un débilos. Espèce de débilos, voilà. Vous êtes sûr que c'est vraiment le langage de jeunes, débilos? Parce qu'on le disait à mon époque. Bon, et on est un peu dans une époque quacoubesque. Donc, l'époque d'aujourd'hui et l'époque d'hier. Oh, cossard, espèce de cossard. Cossard? Ça, on pourrait me le dire, par exemple, aujourd'hui. Un peu cossard, quand même. Cossard. Alors, ça ressemble à froussard. Mais c'est pas du tout ça. Non, c'est en lien avec... Je sais pas, voilà, cossard. Non, tu as encore fait ça, t'es vraiment un cossard. Un glandu. D'accord, ok. Voilà. Pourquoi on vous dirait que vous êtes un glandu? Je sais pas, non. Non, vous êtes quacoubesque, mais pas glandu. Je sais pas, il nous reste du temps ou pas? Oh, un petit peu, oui. Foutriqué. Ah, ça, on le connaît, foutriqué. Foutriqué, je connais absolument pas. Oui, si, foutriqué. Non, je connais le... Non, non. Eh ben, le foutriqué, c'est le faible. C'est une personne chétive. Une vicose, comme on dit un peu. Ça, c'est une maladie vénérienne. Non, la vicose, c'est la victime. Ah, d'accord. Vous connaissez pas le terme? Ça, vicose, c'est maintenant. Ah, pardon, non. Ah, non, vous connaissez pas vicose? Non, j'ai l'âge que j'ai. Quelle vicose, Allez, peut-être encore deux. Maroufle, tiens. Ah, maroufler, Valérie Damido, on maroufle un mur. Ouais, et c'est elle qui l'a inventé. Maroufle, à l'origine, c'est un personnage grossier ou malhonnête. Synonyme de fripon ou de vaurien. D'accord. Je vous en fais encore. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, ça, c'est... Voilà, vous êtes en soirée, il y a quelqu'un qui attaque un peu vos potes. Quel butor? Le butor, il se calme. Ah, le butor, c'est quelqu'un d'un peu rude, de malpoli. De relou, ouais. Ouais, d'accord. Relou, okay. Genre, le butor, relou, pardon, lourd pour les Loïc, comme qui nous regardent. Lourd, relou. Non, ça, c'est votre époque. Relou. Oui, merci, c'est gentil. Allez, une dernière. Oui, une dernière, allez. Une petite dernière, qui pourrait vous plaire, j'ai envie de dire une godinette. Une godinette. Alors un godet, c'est un verre à Elle boire. boit aussi un peu la godinette. Godinette, c'est une femme de peu de vertu. Exactement, exactement, une femme de peu de vertu. On les a tous fait, écoutez, merci. J'aime. Chatmite aussi. Chatmite. C'est une personne affectant des manières... Ah oui, non. Oui, c'est un faux cul, pardon. C'est un faux cul. Très bien. J'aime bien Chatmite. Merci beaucoup. Chatmite et Chatmois sont sur un bateau. Oui, qui reste. Merci beaucoup, Guillaume. C'est des chroniques un peu buesques comme ça qui font du bien de temps en temps. Quoi. On est un peu fleur de nave aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Malika Ménard pour sa semaine avec Souvenirs d'écoliers. Je vous laisse découvrir tout de suite son invité. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Rosa Burstein. Bonjour Rosa. Bonjour Malika. Alors, tu es comédienne, humoriste. Tu joues d'ailleurs ton spectacle Rosa un peu partout en France. Tu seras notamment à Lyon le 3 juin, puis à Bordeaux, Nice, Montpellier, Toulon ou encore La Rochelle à partir de septembre. Et bientôt une date à la rentrée à Paris. Exactement, au Théâtre de l'Atelier, le lundi 23 octobre.
Le tout en pyjama, c'est ça? Toujours le pyjama. Tu joues tout ton spectacle en pyjama, hein? C'est ça, j'ai un pyjama à Paris un peu doré et un pyjama en tournée bleu nuit. Ah, ça change en plus. Tu fais aussi plein de choses à côté. Tu as notamment créé un podcast, Les mecs que je veux ken. Exactement. Écrit un premier livre, issu du podcast, c'est ça? C'est ça. Et tu animes aussi des émissions, tu as une chaîne YouTube. Bref, plein d'activités. Est-ce que tu trouves le temps de souffler à côté de tout ça? Non, j'avoue que là, il faut que je prenne des vacances. J'ai très envie. Mais tu le feras? Je vais le faire. Là, j'ai envie de retourner en Sicile au mois de juin. Est-ce qu'il y a encore d'autres projets professionnels? Oui, il y a un tournage là au mois de mai. Mais non. Si. Donc c'est bien, ça va. C'est un film. Ça va se tourner. D'Édouard Pluvieux avec Maxime Gasteuil. Superbe. Ouais, un super beau casting. Ça va être plutôt rigolo, a priori. Oui, ça va être une belle comédie. Il y a plein de comédiens incroyables. Il y a aussi Zabou Breitman. Ça va être trop bien. Tu commences à tourner quand? Là, début mai, dans 2 semaines. Ah oui, demain, oui. Ouais. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On fait un petit flashback. Où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Paris. Quel quartier? Je suis née... Mes parents habitaient à la Butte aux Cailles, dans le 13e. Ouais. Et ensuite, on est parti et on est allé vers Montparnasse. Ils habitaient rue de Lambre. Non, rue d'Odessa, mais j'allais à l'école rue de Lambre. À quoi ressemblait ton enfance? À quoi ressemblait mon enfance? Je me souviens que c'était l'époque où il y avait Dracula qui était sorti au cinéma et que sur le chemin, en revenant de l'école, il y avait un cinéma, je ne sais pas si c'était les 7 Parnassiens, mais avec l'affiche de Dracula. Et je me disais, et que ça me terrifiait. Et que sinon, on habitait dans un immeuble haussmannien et qu'il y avait, tu sais, dans les escaliers, une espèce de tapis rouge. Mais c'était un petit immeuble. Mais j'avais l'impression d'être une princesse. Voilà, ça, c'est des souvenirs d'enfance. Avec des frères, des sœurs? Avec une petite sœur, avec un chat, un premier chat qui s'appelait la Minette. Non. Si. C'était mon surnom plus tard. Oui. Ton surnom, c'est la Minette? De mon premier amour. Bref, voilà. Malika, la Minette. Oui, attention, donc t'avais des reprises médias. T'avais un chat, la Minette? On avait un chat, la Minette, que j'aimais beaucoup, sauf que ma petite sœur lui avait tiré la queue et la Minette avait griffé ma petite sœur. Mon Dieu. Et donc mes parents avaient rendu la Minette qui allait... Enfin, ils l'avaient donnée à ma tante Monique. Et donc, quand on voulait voir la Minette, on allait chez notre tante Monique. Quel genre d'élève étais-tu? Écoute, jusqu'au CM2, c'est-à-dire à l'école primaire, j'étais pas une très très bonne élève. J'étais un peu... pas spécialement paresseuse, mais pas très motivée, un peu rêveuse, un peu à côté de la plaque. Une fois, je me souviens, en CP, il fallait dessiner des masques. Et j'avais fait un beau dessin et la maîtresse l'avait montré. J'étais trop contente. Mais tu vois, c'était pas... Une fois en CP, mais ça t'a marqué. Une fois en CP. Et après, je suis devenue bonne élève, mais à partir du CM2. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais figure-toi que j'ai perdu du poids. Et oui, c'est bizarre, mais que quand j'étais petite et que j'ai... Il n'y a aucun rapport. Aucun rapport, mais je pense que c'est juste que peut-être que je me sentais mieux dans ma peau et plus motivée, plus envie de... Plus motivée pour la vie, en fait. Plus motivée pour la life. Mais, et avant, non, je pense que j'étais plus mélancolique. Donc, j'étais pas spécialement intéressée par le travail, mais j'étais pas spécialement intéressée par rien, tu vois. Je jouais pas... C'est triste. Ouais, c'était un peu triste. À mon enfance, elle était un peu... J'étais un peu... Moi, je me faisais traiter de grosse vache à l'école primaire dans la cour de récré, ouais. Ouais, t'avais déjà du harcèlement. Ouais. T'avais des amis? Pas beaucoup. Personne qui te défendait? J'avais pas beaucoup d'amis. J'allais voir une psy. Et résultat, j'avais une petite précocité intellectuelle et un retard émotionnel. Et résultat, j'avais des discussions un peu d'adultes avec mes parents et les amis de mes parents. Et donc très tôt, mes parents m'avaient dit le Père Noël n'existe pas. Et donc dans la cour, j'allais voir les autres enfants et j'ai fait le Père Noël il n'existe pas. Donc non, j'avais pas d'amis. Et quelqu'un prenait ta défense? Tu te confiais au professeur? À tes parents? En fait, j'ai fait des cours de théâtre. C'est comme ça que tout a commencé. En CM2? À partir du CE2. Mes parents m'ont inscrite au théâtre, voyant que j'avais pas beaucoup d'amis, que j'avais du mal à sociabiliser, et pour que voilà, je m'ouvre, exactement. Et c'est en faisant des cours de théâtre que j'ai commencé à me faire des copains, et puis que les choses ont commencé à être plus légères, que je me suis ouverte aux autres enfants, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rosa Burstein, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain.
Si toutefois vous travaillez ou si vous avez plein de choses à faire pendant la journée, vous n'êtes probablement pas devant School TV tout au long justement de la journée, eh bien le Zap est là pour ça, c'est les meilleurs moments de School tout de suite. La sociologie, pour commencer, elle n'est pas inscrite au programme. Effectivement, elle n'est pas inscrite au programme avant le lycée. Où elle est le S de le SES, oui. Sciences économiques et sociales. C'est là qu'on la rencontre. On ne la rencontre pas, donc encore moins à l'école élémentaire, effectivement. Et notre idée, avec donc Benoît et Jérôme que vous avez cités, était de permettre d'aborder des questions qui finalement traversent déjà la vie de nos élèves, la vie de la société et donc le quotidien de la classe. C'est l'idée, c'est d'aider les enseignants à s'emparer de ces sujets. On va les décrire plus en détail, mais des sujets sensibles. On peut commencer tout de suite d'ailleurs. Alors, il y a des sensibles et des moins sensibles. Il y a beaucoup de sujets, mais j'allais dire comme beaucoup de, si je ne me trompe, de programmes à l'école primaire où on parle de ce qui est en proximité des enfants. Je crois qu'en géographie, on commence par leur faire leur quartier, etc. Puis on va élargir petit à petit. Oui. Et là, ça part carrément de leur prénom. Et vous dites, par exemple, le prénom d'un enfant, c'est un objet sociologique. C'est un objet sociologique, effectivement. Ça se situe plutôt en fin de manuel. C'est vrai, je l'ai vu. Ce que vous évoquez là, c'est leur permettre de mener l'enquête. Mais effectivement, on part de quelque chose de très familier. Et qui leur parle. Pas de mieux pour comprendre la sociologie que de dire qu'un prénom est le fruit non seulement, évidemment, d'un choix individuel, mais que ça s'inscrit plus largement dans des modes historiques, sociologiques, des règles, finalement. Et c'est là l'avantage de la sociologie, c'est d'amener à quitter cette opacité dans laquelle évoluent les enfants, cette opacité du monde social. Et c'était cette ambition qu'on a essayé de servir, effectivement. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive assez vite sur ce storytelling qui sied aussi si bien aujourd'hui à ceux et celles qui dirigent notamment les big tech. Si on le rapporte en 2023, ce storytelling que vous décrivez si bien, que vous racontez si bien avec également Franck Ferrand, c'est aussi le fait de se dire que sans bonnes histoires, on n'a pas de grandes femmes ou de grands hommes. Oui, alors Franck est un expert en storytelling. Franchement, c'est un conteur. Pour moi, c'est un conteur. Donc, je suis ravi de faire cette émission au podcast avec lui parce qu'on est dans le studio, on est comme dans un rêve. Mais en réalité, il fait ça depuis très longtemps. Il a cette capacité de raconter de belles histoires. Mais au fond, on se rend compte, moi je me suis rendu compte à nouveau, parce que l'histoire fait partie de ma vie depuis toujours, qu'il n'y a pas de personnage historique qui soit voilà, sans ombre. Tout le monde a des fissures et tout le monde a des parts d'ombre. C'est ça qui est intéressant, c'est de regarder comment des leaders ont pu inspirer leurs contemporains, surmonter leurs difficultés, surmonter leurs peurs, pallier à leurs fissures, justement, et puis surtout jouer sur leurs points forts. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui se cherche. On voit bien, dans mon dernier ouvrage, j'ai discuté beaucoup de cette question de c'est quoi le leader de demain. Et on voit bien qu'on se cherche. On se cherche totalement. C'est-à-dire qu'on regarde, il y a des montées de beaucoup d'extrémisme. Voilà, on sent qu'on est dans une période de transition. Pour moi, on est dans une période de transition, ce qui fait qu'en fait, le leadership va encore changer. Et puis progressivement, on va aller vers des leaders qui seront différents. Vous parliez tout à l'heure rapidement de leaders qui peuvent aimer. Je crois qu'on va aller vers des leaders qui vont accompagner des équipes, vont les créer d'abord, les accompagner et leur donner autre chose que simplement des directives de choses à accomplir. Pour une raison très simple déjà, c'est qu'ils n'ont plus la compétence. Quand on est à la tête d'une entreprise, on a une certaine compétence, mais elle est très limitée. Le monde est devenu tellement complexe qu'il faut s'entourer de plein de talents et être capable de faire travailler des profils très différents ensemble. Donc ça, c'est passionnant et je pense qu'il y a des qualités qui vont devenir extrêmement importantes pour accompagner le mouvement dans lequel nous sommes, la bienveillance, la capacité à écouter. C'est quelque chose de très bête, mais en fait, avec les réseaux sociaux, tout le monde maintenant veut parler tout le temps. Tout le monde a un mot à dire sur tout, même sur les sujets où ils n'ont aucune compétence, mais c'est pas grave. Tout le monde veut. L'écoute, c'est quand même important. Ça permet d'écouter ceux qui savent, et ça permet, pour un dirigeant en tout cas, de prendre les bonnes décisions au moment où il aura à le faire. Comment ça se passe justement les interventions en classe par l'intermédiaire effectivement de ce programme qui est distillé par le CAUE
Comment vous y prenez? Est-ce que ce sont les professeurs qui vous contactent, les directeurs qui vous contactent, ou c'est vous qui prenez contact avec eux? Comment ça se passe? Eh bien, il y a une plateforme commune, en fait, qui est une plateforme de contact sur le site du CAE, l'Union régionale des CAE d'Île-de-France, notamment. Et donc je suis professeur, je suis enseignant. Voilà, vous pouvez déposer, la plateforme. Totalement, vous pouvez déposer une demande comme quoi vous voulez un professionnel, urbaniste, architecte, ou paysagiste qui puisse intervenir dans votre classe. De même, si moi, paysagiste, je veux intervenir dans la classe, je peux déposer ma demande sur cette plateforme. Et ensuite, le CAE mettra en relation deux personnes. Des paysagistes, qu'on rappelle, et tu le disais, Irina, qui sont bénévoles, c'est du bénévolat, donc ils font trouver le temps, j'imagine, oui, totalement. Dans son emploi du temps qui manque. Et ensuite, on a le temps, avec les classes, de faire quel type d'atelier? Qu'est-ce qu'on a le temps de mettre en place? Comment on peut sensibiliser les plus jeunes? Alors, il y a des ateliers qui peuvent être déjà sur la profession, sur le métier de paysagiste, concepteur ou d'architecte ou d'urbaniste, sur le projet aussi, sur la sensibilisation aux acteurs du projet, et surtout aussi au paysage. Le terme paysage, c'est un terme un peu compliqué, parfois pour les enfants. Pourquoi? Comment ils définissent le paysage? C'est ça? C'est assez abstrait, ouais, c'est vrai. Donc, c'est là dans le cadre de ces ateliers, on pratique le paysage in situ, on le parcourt même parfois, en fait, le paysage de la proximité de leur environnement proche, qui est la cour de récréation, ou même déjà l'implantation de l'école dans leur quartier. Clémence, ces leaders de demain, où est-ce qu'on va les chercher? Où qu'ils et elles se trouvent, Clémence? À travers Leaders, nous, on va chercher les leaders de demain partout, en partenariat avec les universités, celles qui nous envoient des emails et qui font la démarche de vouloir progresser. Et en fait, être leader de demain, c'est pas une prédisposition, c'est avoir une opportunité de devenir leaders. C'est aussi avoir l'opportunité d'apprendre avec des mentors. Donc les leaders de demain, elles viennent à nous, on va les chercher dans les universités, mais ensuite on leur donne les outils pour qu'elles deviennent les leaders de demain. Béatrice, sur cette différence entre l'urbaniste et le paysagiste, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas la différence. La frontière est très proche, il y a énormément de paysagistes urbanistes. Ah, d'accord. Il y a donc des paysagistes qui ont eu de grands prix de l'urbanisme depuis quelques années, au moins 5. Ce qui prouve l'importance de l'urbanisme par le paysage. Puisque un paysagiste, urbaniste, il va imaginer comment déployer la ville par les sols, par la logique de site, la géographie, l'eau. Par le vide, on va dire. Alors que à l'époque où s'est créé ce métier d'urbanisme, on imaginait dessiner la ville par le plein. On va faire des rues, des routes, on va avancer comme ça. Alors que nous, on imagine plutôt, depuis la campagne, comment on peut faire rentrer la nature dans la ville et du coup, comment on construit cette ville. Donc, notre approche de paysagiste urbaniste, elle est très appréciée par les élus, par les maîtrises d'ouvrage, on dit, ceux qui nous commandent. Oui. Ceux qui ont le pouvoir décisionnaire, effectivement, et qui retardent un petit peu parfois les projets. En tout cas, on aimerait bien que des fois que ça aille un petit peu plus vite. Et vous savez, on dit souvent que le public le plus exigeant, bien, ce sont les enfants. Du coup, Mathieu Chédid est allé se challenger directement à la source chez les tout-petits à la crèche. Ah ouais. Regardez. Et sous vos yeux esbaudis, la Corée des mains. Allez, les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Je faisais ça quand j'étais petite, à la crèche, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Extraordinaire. Elle est géniale, cette chanson, c'est la meilleure comptine. Et M, on l'aime, sans mauvais jeu. On adore M. On l'adore. Cro. Mais évidemment, on chantait comme ça. Tous l'erreur, oui. Les enfants, ils chantent ça. Oui. Mais oui. Voilà. C'est vrai que d'aller faire ça devant un prof des écoles, c'est courageux quand même, parce que vous les connaissez par cœur, vous les comptez. C'était parfait.
C'était parfait. Et voilà, c'est la fin de ce grand JT de l'éducation. Un grand merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Guillaume. Bisous à tous les fesses, Mathieu. Oui, exactement. Et on vous souhaite une très belle semaine quacoubesque, bien évidemment. Aujourd'hui, il y avait à la réalisation Mani Pezec, Thibaut Goury-Lafont au son, Colline Hamel, bien sûr, au make-up, et puis nos deux stars, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction. Encore un grand merci pour votre fidélité. On se retrouve sur Free et également sur Orange. Ça, c'est tout nouveau, schooltv.com ou la chaîne YouTube de School TV. À très bientôt.